Azulflawan, bonsoir tout le monde. Pour notre émission d'aujourd'hui, nous avons avec nous notre ami Ali Brahimi, juriste, militant de la démocratie, acteur engagé dans le Hirak, membre fondateur de la coordination nationale pour un congrès pour la citoyenneté. Azulflak Ali. Azulflak Kamal, تنمير في العرض ينك. Donc, dans cette émission, nous allons aborder la question relative à la diabolisation du Hirak par le système. Nous allons traiter de la répression grandissante. À chaque semaine, on voit des arrestations, on voit la méchanceté des services de sécurité qui agissent certainement sous les ordres de la junte au pouvoir. Nous allons aussi aborder la question des élections du 12 juin prochain. Nous allons aussi parler de la rencontre de la Kharata, donc la manifestation du 8 mai 1945, et de l'initiative qui a été lancée à partir de Kharata. Donc, Ali Brahimi, le pouvoir a multiplié ses tentatives de diabolisation du Hirak pour le rendre non légitime, pour l'opposer au peuple. C'est sa nature, donc toujours de pervertir tout ce que le peuple entreprend dans la démarche, dans l'espoir de provoquer un changement de système de gouvernance. Qu'est-ce qu'Ali Brahimi peut nous dire de cette diabolisation? Est-ce qu'on a déjoué cette tentative et comment a été déjouée? Je pense que l'opération de diabolisation n'est pas nouvelle. Plutôt, la stratégie de la diabolisation n'est pas nouvelle. Elle est menée sous forme de différentes opérations qui ont les unes après les autres échoué. Dès le départ, depuis que Gaïd Salah avait fait un coup d'État contre la révolution populaire en profitant pour déposer Bouteflika, la diabolisation a été une stratégie permanente. La première diabolisation, c'était celle de l'emblème amazigh, du spectre de la division, le spectre de la main de l'étranger, ensuite le mythe de la confusion entre le système et l'État. Ils ont voulu faire peur au peuple en lui disant, en demandant le départ du système, les gens veulent l'effondrement de l'État. Les gens ont quand même fait la différence entre l'État et le système. Ensuite, c'était le Dahdouh 1, Dahdouh 2, les Kabyles qui veulent pas se séparer, le MAC qui serait un mouvement terroriste qui veut violer le Hirak. Ensuite, c'est les islamistes qui sont des terroristes automatiquement et qui veulent entraîner le Hirak dans la voie de la violence. Tout cela a échoué systématiquement à chaque reprise. Évidemment, il y a eu des initiatives de la part des acteurs du Hirak qui ont rassuré la population, qui ont mis le doigt sur le piège du système. Mais en gros, réellement, le peuple engagé dans le processus révolutionnaire connaît suffisamment le pouvoir pour désamorcer de lui-même les bombes à retardement qu'il met lorsque le pouvoir a parlé du Dahdouh 2 et du MAC qui commencerait à une ère de terrorisme. Les gens ont immédiatement répliqué en disant Cap Sigli. C'est Cap Sigli de 1978 qui était en fait destiné à jeter le voile sur les transactions et les coups tordus de la succession de Boumediene à l'époque. Donc la diabolisation en soi ne fonctionne pas. Elle énerve les gens, mais elle ne fonctionne pas, elle n'a pas de résultat. Le pouvoir n'arrive pas à diaboliser. Par contre, ce qui fonctionne beaucoup mieux, à mon avis, c'est la répression.
C'est la répression ciblée qui fonctionne beaucoup plus. Mais la désinformation et la diabolisation ne fonctionnent pas. Le peuple sait exactement que les outils dits d'information publique et parapublique ne sont en fait que des outils de propagande et de désinformation qui travaillent directement avec les services qui commanditent ces opérations. La diabolisation n'y fera rien. Le peuple n'a aucune confiance dans ce régime. Voilà. Justement, nous avons vu la répression va crescendo. C'est la même situation à l'approche de chaque élection, à l'approche de chaque échéance électorale depuis le 22 février 2019. Et le pouvoir double de férocité. On a vu l'image et la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Un homme de 72 ans qui a été arrêté. Il était désarmé, il était simple. Ils auraient pu tout de suite le prendre s'ils veulent le mettre dans un fourgon et l'emmener au commissariat. Mais non, on a vu l'excès de zèle de ces jeunes policiers, le frapper, le traiter de cette façon-là. C'est vraiment inhumain. De quoi a-t-il peur ce pouvoir en acceptant ce genre de comportement? Il a peur de quoi? Il a en face de lui un peuple désarmé, un peuple qui revendique pacifiquement la démocratie. Il a peur de quoi? Pourquoi il se comporte de cette façon, à ton avis? Il a peur de la paix. Il a peur de la paix et de toutes les stratégies pacifistes de changement parce qu'elles ne lui permettent pas de se déployer dans sa nature originelle, c'est-à-dire la violence. Maintenant, je vous dirais que même la répression, ce n'est pas la répression qui est efficace. Ce qui est efficace, c'est l'empêchement des Algériens à s'organiser, l'empêchement des Algériens à parler librement dans les réseaux sociaux, en dehors des réseaux sociaux, dans la presse. Ce qui est efficace, c'est le verrouillage des médias publics et parapublics et privés, pardon. Ce qui est efficace, c'est l'interdiction du droit de réunion. Ce qui est efficace, c'est l'interdiction du droit de manifestation en dehors du vendredi. C'est en fait un état d'urgence, un état d'urgence de fait complètement illégal qui a été mis en place par Gaïd Salah dès qu'il a fait le coup d'État contre la révolution populaire. C'est ça qui est le plus efficace. Et il empêche, depuis 2 années maintenant, il empêche les convergences de se faire, il empêche les consensus de se faire, il empêche les solutions de se cristalliser. Et il empêche les citoyens de comprendre exactement qu'est-ce que nous devrons faire pour arriver à ce changement. Parce que les citoyens veulent du changement, mais ils ne savent pas tous, l'écrasante majorité des citoyens ne sait pas exactement par quelle voie passera le changement. Ce sont ceux qui éclairent les citoyens, c'est l'élite qui peut éclairer ce chemin menant vers le changement. Malheureusement, en faisant régner un état d'urgence permanent assis sur une répression féroce, le pouvoir empêche l'écrasante majorité du peuple d'être rassuré, de comprendre qu'il y a un cheminement tout à fait pacifique et tout à fait normal et tout à fait raisonnable et rationnel à emprunter pour aller vers le changement. Voilà la stratégie la plus efficace en réalité. Maintenant, la répression, elle a son efficacité sur les militants activistes. Évidemment, elle fait peur, elle empêche les gens d'être en rapport les uns avec les autres, elle les empêche de déployer des banderoles, de déployer des mots d'ordre, de prendre la parole dans des lieux publics. Voilà ce que la répression directe fait. Et ne vous méprenez pas n'attribuez pas aux jeunes policiers nécessairement la férocité que vous les avez vus déployer à l'égard d'un vieillard ou à l'égard de femmes ou à l'égard de tout citoyen. En fait, ce sont des stades ou des degrés dans la façon de mener une répression qui existe et qui sont tout à fait théorisées et systématisées. Donc on leur dit par exemple stade 5, allez-y. Stade 5, c'est beaucoup de répression. Stade 3, c'est un peu moins. Donc ce n'est pas nécessairement de l'excès de zèle, bien que l'excès de zèle existe. Il existe dans chaque corps constitué aussi bien dans l'appareil judiciaire que dans l'appareil des forces de l'ordre, des différents services. Il existe effectivement des individus qui sont beaucoup plus zélés que
compagnons. Voilà. Mais en général, c'est un ordre donné à partir de la hiérarchie qui dit déclencher le stade 5, le stade 4 et ainsi de suite. Voilà. Oui, mais nous avons vu des policiers qui ont refusé justement de pratiquer ce genre de stratégie. Bah, à leur corps défendant, ils ont été exclus du corps de sécurité, peut-être, mais c'est comme ça que la révolution se mène. Ces jeunes-là, ils devraient pas accepter d'appliquer des ordres qui sont à l'encontre même de la loi qu'on leur a enseignée, parce qu'on les a formés pour défendre le citoyen, mais pas pour le massacrer de cette façon-là. Mais la question qui se pose, allez, est-ce que le système, je parlerai du pouvoir, mais qui fait partie d'un système, est-ce qu'il est conscient que cette situation peut dégénérer et nous retourner vers 88 pour revivre les années de 88, parce que le peuple, il est sage dans sa silmia, dans son pacifisme, mais jusqu'à quand ce peuple va accepter cette violence? Il va rester comme ça, pacifique. Moi, je pense qu'ils sont parfaitement conscients, les décideurs de ce système. D'abord, ils ne sont pas nécessairement tous d'accord. Donc, il y a des arbitrages, des équilibres, des coups bas, des coups tordus qui se font à l'intérieur du système entre les divers centres de pouvoir, entre les divers acteurs. Donc, ce n'est pas monolithique nécessairement, mais d'une manière générale, ceux qui sont les maîtres d'œuvre et les concepteurs de cette stratégie de répression sont parfaitement conscients des risques qu'ils font prendre au pays. Moi, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour eux. Ils n'ont pas d'autre solution parce que nous sommes en présence d'un pouvoir qui est arrivé en fin de cycle, totalement, d'un système qui est arrivé en fin de cycle. Deuxièmement, c'est un système qui a épuisé son personnel politique et son personnel de commandement militaire. Aujourd'hui, quand vous avez des généraux de 86 ans qui sont au pouvoir, il y a de quoi se poser la question sur leur capacité en termes de gestion qui peut légitimer un petit peu leur pouvoir. Ils ne peuvent en aucun cas avoir aucune légitimité sur quelque gestion que ce soit parce que c'est des gens honnis, c'est des gens que le peuple rejette du plus profond de lui-même. Donc il n'y a pas un renouvellement des figures du système. Je ne parle pas ici de l'armée parce que l'armée, le renouvellement est possible. Il suffirait d'appliquer la loi en faisant partir tous les officiers supérieurs qui ont dépassé l'âge de 64 ans, en les faisant partir à la retraite. Mais je parle dans le personnel civil, ce n'est même pas possible de renouveler. Tout le personnel a été épuisé. Vous avez par exemple l'exemple parfait, et ce étant celui du secrétaire général du FLN. Je ne sais pas d'où est-ce qu'on l'a pêché. Après ça, on va vers ce monsieur dont je n'arrive même pas, Aboul Fadl, que je n'arrive même pas à retenir le nom, et qui s'avère être un personnage qui ne peut pas être présenté, qui n'est pas présentable dans une élection législative. C'est le summum. Cela veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas de personnel. Ils n'ont plus de personnel. Ils ont usé tout leur capital. Et les bénéfices, vous êtes en matière politique. C'est ça qui fait que depuis 2 années, si c'était possible pour eux d'avoir une autre gestion que la répression, ils l'auraient faite. Et ce n'est pas possible. C'est le même personnel. Et il a les mêmes motivations d'exercice du pouvoir, c'est-à-dire le pillage du pays. Ils ont pris des engagements avec des puissances étrangères, notamment celle de l'intervention de l'armée à l'extérieur des frontières, qui font d'eux des otages de puissances étrangères maintenant. Et ils ont des affaires de corruption très graves que les pays étrangers connaissent et qui les affaiblissent énormément dans leurs relations avec les pays étrangers. Et ils n'ont pas de personnel de rechange à présenter, mais même Bachikil Khoulchab. Par exemple, Saïd Bouteflika
a été beaucoup plus politique que eux lorsqu'il a proposé une conférence nationale dont on savait très bien que le pouvoir allait tout faire, et Saïd Bouteflika en tête allait tout faire pour que cette conférence nationale travaille en sa faveur, mais il a quand même l'avantage d'avoir présenté la force de l'argument, la capacité d'avoir de présenter cette proposition. Mais ceux-là, ils n'ont même pas cette capacité de tenir un débat public en face de leurs contradicteurs. C'est pour ça qu'ils ils se sont figés dans la répression. Et la répression, c'est la répression la plus féroce, et c'est une répression qui est conduite à l'ombre du déni de liberté, à l'ombre d'un état d'urgence qui empêche le peuple de s'organiser. Alors, leur stratégie est calculée dans le sens où il l'ajuste. Hein. Il y a des ajustages. Il faut pas être aveugle. Il y a des ajustages. Ils savent très bien que comment ajuster à la hausse ou à la baisse selon que la soupape de sécurité, que la marmite soit très bouillonnante ou un peu moins, etc. Mais d'une manière générale, il faut savoir que la dégénérescence de la situation ne peut, ils savent également que la dégénérescence de la situation ne peut que leur profiter. C'est un système né dans la violence et qui se cultive par la violence et qui continue de survivre uniquement par la violence. Donc, à mon avis, le peuple algérien n'a pas intérêt à ce que la situation dégénère, ni comme 88, ni comme 90 ou 92. Le peuple algérien a intérêt à rester pacifique, nous avons intérêt à rester unis, à ne pas donner dans les divisions, mais unis, encore une fois, je souligne que l'union ne veut pas dire l'unanimisme. Chaque solution, le hirak est multiple, il faut absolument que toutes les visions qu'il y a dans le hirak aient le droit de s'exprimer librement sans qu'une autre vision ne se sente agressée ou exclue lorsqu'elle s'exprime. Ce qui est mauvais, c'est le retour aux démons des années 90. Ce qui est mauvais, c'est et ce qui est inacceptable pour le peuple algérien, c'est la tentative de vouloir faire des années 90 un acte unilatéral uniquement de répression de la part du pouvoir, et comme s'il n'y a jamais eu de terrorisme, ça ne fait qu'affaiblir le hirak. Ceux qui se réclament de la mouvance qui a mené le terrorisme dans les années 90 ont au contraire intérêt à présenter des excuses et à éviter d'instrumentaliser des excuses au peuple, à éviter d'instrumentaliser trop cette décennie rouge en travestissant son historiographie. Parce que le problème, c'est qu'ils sont en train de nous construire une historiographie complètement fausse qui est rejetée par un autre pan de la société. Les forces, les classes moyennes, une bonne partie des classes moyennes a déserté le hirak, entre autres par rapport à ce discours. Non, mais parce que aussi, allez, parce que la question qui se pose à ce niveau-là, parce que là, nous avons débordé sur un autre sujet. Mais la question, c'est très intéressant parce que c'est relatif à la question que j'ai posée, c'est que le haut commandement de l'armée, on ne parle pas de l'armée en tant que telle, mais on parle de la junte de pouvoir, celle qui donne les décisions, le centre de décision. Et si on retourne aux années 90, il y avait les islamistes qui ont donné la chance aux militaires d'exercer la violence et les autres de répondre par la violence. Et donc, mais il ne s'empêche pas de condamner les démocrates d'avoir soi-disant, par leur silence devant la prise de pouvoir de l'armée, et de dire que ce sont des alliés de l'armée, alors que les islamistes, ils n'ont rien fait pour rassurer le camp démocratique quant à leur... Moi, je ne veux pas relancer cette polémique. Hein. Je veux pas relancer cette polémique. Elle peut, à la limite, si on doit en débattre, il faut ramener un islamiste en face qui assume le terrorisme des années 90 et nous allons en débattre. C'est pas à ce niveau que je voudrais, de ce niveau que je voudrais discuter. Moi, je suis un militant de terrain. Je suis un démocrate convaincu, un démocrate laïque. Avec les guillemets pour l'expression française, un démocrate qui sépare la religion de l'État, qui sépare la religion du politique.
un démocrate qui revendique l'égalité homme-femme, qui revendique l'égalité des cultures et des langues, l'égalité la plus absolue, etc. Donc, mais moi, je suis un lanceur d'alerte. Je suis un lanceur d'alerte ici. Je dis que le Hirak doit rester uni. Le Hirak est composite. Il y a de tout. Il y a des islamistes, il y a des démocrates, il y a des berbéristes, il y a des arabistes dans le Hirak. Il y a de tout. Le Hirak doit rester uni. Mais il y a certaines conditions. Sur la question de l'instrumentalisation des années 90, le peuple ne l'accepte pas. Exprimer, à la limite, même demander, même défendre le point de vue du projet de société islamiste, conservateur, etc., c'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est vouloir à tout prix mettre dans la tête des jeunes qui sont nés après les années 2000, après les années 90, qui n'ont pas vécu ces affaires-là, vouloir leur mettre une historiographie totalement faussée, qui ferait des forces de l'armée algérienne des assassins, qui liquident collectivement des populations et des terroristes, des promeneurs de montagne qui avaient ou qui n'avaient pas de fusil. C'est juste s'ils ne disent pas qu'ils n'étaient pas armés, qu'ils étaient juste en train de manifester dans les montagnes et puis ils ont été poursuivis par l'armée et tués de sang-froid. C'est tout à fait faux, cette vision-là. Cette vision-là révulse, cette vision-là fait fuir les classes moyennes qui ont une toute autre conscience de ce qui s'est passé et qui ont une toute autre connaissance de ce qui s'est passé. Moi, je dis que l'union ne doit pas être l'unanimisme, c'est-à-dire que l'union du Hirak ne doit pas empêcher la diversité des solutions d'apparaître, la diversité des projets de société d'apparaître. Ça, c'est au contraire la force du Hirak, mais la diversité ne doit pas conduire un côté à vouloir à tout prix manipuler et fausser un pan de l'histoire qui a quand même fait 250 000 morts, plus près de 20 000 disparus et qui est une blessure vivante dans le corps des Algériens. Les Algériens refusent cela. Les Algériens savent très bien qu'il y avait un terrorisme islamiste et que le fils avait une très très grosse responsabilité dans ce qui s'est passé dans les années 90 et que les dirigeants du fils ne se sont pas excusés, etc. Et que les dirigeants du fils se sont par la suite remis en deal avec le commandement militaire, etc. Donc, ce n'est pas une polémique que je veux engager. Je veux simplement appeler les gens à la responsabilité et qu'ils arrêtent ce révisionnisme historique, parce que ce révisionnisme historique fait fuir les classes moyennes du Hirak et ce révisionnisme historique également appelle à une riposte. Et si nous, démocrates, qui étions contre le pouvoir à l'époque, contre le pouvoir militaire et contre l'islamisme, nous ripostons, ça va éclater le Hirak. On espère que le message il est clair, c'est un message d'union, c'est pas un message d'unanimisme comme tu l'as c'est bien dit, c'est un message d'union dans la diversité au sein de Sankrana, au sein du Hirak, la révolution du sourire. Justement, cet ensemble-là qui appelle à l'union va faire face prochainement à une élection, à une énième élection, donc une troisième élection organisée par le système, justement pour se maintenir et rester au pouvoir. Donc c'est une élection législative. Quelques partis politiques connus pour leur allégeance au système par le passé ont décidé de participer et la grande majorité des Algériens décident de boycotter. La question qui se pose actuellement, l'Algérien simple qui sort chaque vendredi marché et te dit, moi si je boycotte, c'est quoi l'impact du boycott sur la prochaine assemblée législative, assemblée nationale? Est-ce qu'il y a un quorum? Ça veut dire que si on boycotte au niveau, si 10 wilayas au niveau d'Algérie ne donnent pas de députés au pouvoir, ça veut dire qu'ils vont manquer au sein de l'Assemblée populaire. Est-ce que cette Assemblée populaire va être opérante ou non? Parce qu'il y a un quorum qui fait que en deçà du quorum, l'Assemblée devient impossible à légiférer, impossible à faire son travail. Non. Là, on est sur le terrain, non pas de la légitimité politique, mais de la légitimité légale. C'est-à-dire que celle qui relève du code électoral. Le code électoral
ne prévoit pas de quorum, il n'y a aucun quorum, ni en termes de pourcentage de participation de la population, ni en termes d'absence de wilaya entière. Le code électoral ne se prononce pas du tout sur ces questions-là. Et la loi algérienne, quelle qu'elle soit, de la Constitution jusqu'à la réglementation, ne prévoit pas du tout, ne traite pas du tout de cette question de quorum ou de cette question de l'impact d'un boycott, quel qu'il soit. Quel que soit le nombre de wilayas, quel que soit le pourcentage, le vote qui est totalement aux mains du pouvoir, totalement aux mains du pouvoir, la commission indépendante n'a d'indépendant que juste l'écriteau qui lui ont collé à son nom. Tout est entre les mains du pouvoir. Donc, même si il n'avouait que 2%, 1% de votants, il aura le droit, du point de vue légal, de déclarer élu un certain nombre de gens et pas élu un certain nombre d'autres. Il se donne également, mais ça, c'est pas le droit qui le lui donne, c'est le droit de la force. Et bien sûr, même à 2%, il va remonter le taux de participation. Et comme il en a l'habitude, il va même faire passer un candidat sur un autre, comme il en a l'habitude avec la politique des quotas, etc. Tout ça, les Algériens le connaissent. Donc, le boycott sur la fonctionnalité de l'APN, il n'a aucun impact. Le boycott a un impact politique. C'est l'impact du désaveu. Le boycott a un impact sur la légitimité politique. Ça sera une APN qui n'aura aucune légitimité politique puisqu'elle émanerait d'une minorité écrasante, d'une minorité écrasée des électeurs. Voilà l'impact. Et il est important. C'est un acte très important. C'est un acte patriotique parce que continuer à légitimer les opérations de fraude électorale et les coups de force électoraux du régime, c'est tout simplement lui prolonger la vie, c'est tout simplement lui donner des chances d'avoir encore plus de temps devant lui. Vous avez dit tout à l'heure faire face à l'élection, en réalité le peuple fait face à l'élection, le peuple va boycotter, va s'abstenir, mais on ne peut pas faire face à l'élection réellement. Faire face à l'élection, c'est avoir le droit d'appeler au boycott. La loi, le pouvoir interdit toute voix opposée au boycott. C'est la première fois de ma vie où j'ai vu des partis politiques qui avaient l'habitude d'utiliser parfois le boycott. Des partis politiques disent que l'élection ne nous concerne pas, c'est-à-dire qu'ils n'appellent même pas les Algériens. Parce que il y a une telle chape de plomb, il y a de tels risques qui pèsent sur eux. Tenez, voilà, il y a deux partis politiques, le PST et l'UCP, qui sont menacés de disparition, tout simplement. Tout simplement, parce que ils ne se seraient pas conformés à un congrès de conformité. Or, ils ont fait le congrès de conformité et l'autorité administrative du ministère de l'Intérieur a refusé, ils l'ont fait dans les délais, l'autorité administrative a refusé de recevoir les actes authentiques faits par huissier de ces congrès-là. Donc, c'est la première fois où je vois, moi, des partis dire, par exemple, le Parti des travailleurs ne participera pas. On se contente de ça. On ne donne quasiment pas une consigne, on ne donne quasiment pas un avis. On dit que ça ne nous concerne pas. C'est vous dire à quel point le peuple n'a pas le droit de faire face à cette élection. Le pouvoir refuse toute voix discordante. Et ceux qui participent, évidemment, c'est l'islam politique officiel, dans ces deux versions. La version participationniste bien intégrée dans le système et bien incrustée partout dans les appareils de l'État, quel qu'il soit, c'est-à-dire le MSP, et la version modérément opposante qui est celle de Jaballah et de ses alliés et qui sont quand même participants à cette élection, plus un certain nombre de nouveaux clients que l'on veut
que l'on veut promouvoir à coup de quotas. Voilà ceux qui participent à l'élection. Voilà. Le peuple, il est clair qu'il rejette ces élections. Il te dit dans le slogan le pouvoir, il a organisé les élections du 12-12 en 2019. Il a organisé sa constitution, le référendum sur sa constitution. Il s'est donné quand même, tout ça existe. Donc, le président, il est en exercice. La constitution, il est appliquée malgré une forte abstention, un fort boycott. La prochaine assemblée, la même chose. Il va faire élire des députés avec les services de sécurité qui va obliger de voter pour lui. Ça sert à quoi alors de créer une loi pour criminaliser et mettre les gens en prison pour 20 ans alors qu'il a déjà les moyens existants pour asseoir son pouvoir, donc garder la PN, élire ce qu'il veut, élire celui qu'il veut à l'Assemblée nationale. Ça sert à quoi ces 20 ans de prison? Je comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe? C'est une criminalisation de la vie publique, c'est une criminalisation de la vie politique. Voilà, tout simplement, le pouvoir veut criminaliser l'opposition politique, quelle qu'elle soit, électorale ou autre. Et c'est pire qu'avec Gaït Salah. Il faut le dire. Avec ce code électoral, c'est pire qu'avec Gaït Salah. Maintenant, ça sert à quoi pour l'Algérie? Pour l'Algérie, ça sert à absolument rien. Il y a eu le 12-12. On sait qui a voté le 12-12. Il y avait un peu moins de 8% de votants. Est-ce que depuis le 12-12, la situation a changé? Est-ce que depuis le 12-12, par exemple, il y a une stratégie économique qui s'est mise en place et qui peut créer de l'emploi? Au passage, je vous signale que le chômage parmi les jeunes est à 40%. Est-ce qu'il y a eu une stratégie, par exemple, d'aide des entreprises contre la pandémie du Covid? Est-ce qu'il y a eu une stratégie d'aide des populations fragilisées par le Covid, les gens qui ont perdu leurs emplois, les gens qui ont perdu leur commerce, leurs entreprises? Rien du tout. Au contraire, il y a un élargissement du cercle de la pauvreté et un rétrécissement du cercle des classes moyennes. Voilà ce que nous constatons depuis le 12-12. Et c'est de plus en plus drastique, ça continue d'aller toujours en pire. Donc, il n'y a aucune modification. Avec cette gestion catastrophique de l'économie nationale et la gestion catastrophique de la crise sanitaire, elle est tout à fait normale. Dans un pays où un peuple a une cervelle qui fait fonctionner, elle doit réagir et sortir. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a des mouvements sociaux qui sortent, manifester. Et est-ce que ce discours du pouvoir qui dit que l'augmentation des prix, l'absence, ces grèves et ces marches des corporations professionnelles, c'est la main étrangère, est-ce que ce discours a de l'impact sur la société ou Non, aucun impact. Il n'a aucun impact. Par contre, véritablement, ce discours, c'est le summum, c'est le plafond de la manipulation la plus éhontée, celle à laquelle n'importe quel enfant de 12 ans n'importe quel enfant de 12 ans peut comprendre et désamorcer. Lorsque vous arrivez à accuser le corps des pompiers de main de l'étranger, lorsque vous arrivez à accuser le corps des enseignants, des grèves strictement sociales de main de l'étranger, c'est complètement, alors que l'étranger en question, justement, est l'allié le plus sûr du régime pour le moment. Nous n'avons pas entendu cet étranger en dehors du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, dont c'est la mission, justement, et qui a réagi quelques rares fois contre la répression. Nous n'avons pas entendu, en dehors des rapports cycliques du Pentagone, des États-Unis,
de la Maison-Blanche sur l'état des libertés, etc., qui situe l'Algérie toujours en queue de peloton en termes de respect des libertés et des droits. En dehors de cela, il n'y a rien. Hein. On a les dirigeants étrangers, les grandes puissances, de Pékin jusqu'à Washington, en passant par Moscou et Paris, sont tous complices, savent exactement ce qui se passe en Algérie et sont tous complices. Bon, maintenant, je ne suis pas en train de les diaboliser ou quoi que ce soit. Je suis en train de faire une analyse. C'est peut-être parce que l'immigration algérienne n'a pas fait un travail de sensibilisation auprès de l'opinion citoyenne des pays d'accueil, n'a pas fait un travail de sensibilisation suffisant auprès de l'opinion institutionnelle des pays d'accueil, que ces États-là, ces dirigeants, c'est uniquement les gouvernants. Hein. Moi, je suis sûr que le peuple français, le peuple américain, tous les peuples du monde, moi, je suis sûr qu'ils sont solidaires du peuple algérien parce que tout simplement, tous les peuples du monde aiment la liberté et n'aiment pas qu'on écrase la liberté. Donc, je n'ai aucun doute sur la solidarité tacite de tous les peuples du monde épris de liberté et de paix avec le peuple algérien. Moi, je parle des dirigeants. Ces dirigeants, surtout dans les pays occidentaux, ils sont sensibles à leurs opinions. Lorsque ces opinions ne sont pas travaillées, ne sont pas informées pour qu'elles fassent pas la pression sur leurs dirigeants, les dirigeants font exactement le train-train habituel, c'est-à-dire qu'ils veillent à la conservation et à la protection des intérêts étroits de leur État, c'est-à-dire ils veillent à la raison d'État. Et la raison d'État, en termes d'intérêt, effectivement, lorsqu'on a en face un pouvoir illégitime qui est à la recherche d'un tant soit peu de légitimité à l'extérieur, quitte à brader les intérêts nationaux, évidemment, je constate que les gouvernants, notamment des pays occidentaux, les gouvernants des pays démocratiques, se laissent aller à la raison froide, refusent de regarder du côté des droits de l'homme, refusent de regarder du côté de la nécessité du respect des libertés et des droits de l'homme, refusent de regarder du côté de la Déclaration universelle des droits de l'homme, juste pour des intérêts étroits, des intérêts économiques, des mainmises sur le pays, alors que il n'est pas dit que demain le peuple algérien, s'il retrouve son indépendance et sa liberté, ne respectera pas tous les engagements pris par l'État algérien. Moi, je suis sûr que le peuple algérien, demain, s'il prend ses destinées en main, respectera tous les engagements pris par les dirigeants antérieurs et se fera un plaisir. Et de toute manière, c'est une nécessité pour lui. Le monde est aujourd'hui un village planétaire. Nous ne pouvons pas nous passer de relations internationales, de rapports économiques, commerciaux, etc. Moi, je suis sûr que le peuple algérien continuera à entretenir les meilleurs rapports du monde et le monde lui-même en bénéficiera. Parce que si des dirigeants dignes du peuple algérien prenaient le pouvoir demain par une élection légitime dans un état de droit, dans un état tout à fait débarrassé de toutes les contraintes policières, moi je suis sûr que les États étrangers, les partenaires de l'Algérie trouveraient vraiment profit à entretenir des relations avec une Algérie prospère. Parce que demain, il y aura des dirigeants qui auront une stratégie économique qui apportera un plus à l'économie mondiale au lieu des stratégies actuelles de répression, de fuite des capitaux, de répression qui obligent les jeunes, par exemple, vous prenez l'exemple des Haragas, le phénomène a repris de plus belle. Alors je ne comprends pas l'Union européenne qui considère que du moins je suis en train de parler non pas des parlementaires ou de l'opinion populaire ou de l'opinion citoyenne, je suis en train de parler des dirigeants, les dirigeants qui considèrent que le régime algérien, le système algérien leur assure une certaine protection vis-à-vis d'un tsunami de migration clandestine qui démarrait de l'Afrique subsaharienne. Je leur dis, regardez simplement la flèche des Haragas
comment elle a explosé depuis que les jeunes ont compris qu'il n'y a pas, d'espoir avec ce régime, etc. Juste une précision. Si vous voulez, si vous voulez, je voudrais revenir sur deux choses du point de vue des élections. Non, je vais revenir. Je vais juste marquer par rapport à ce que tu as mentionné sur la diaspora, sur l'immigration. Juste un éclairage. Là, je suis en tant qu'animateur de cette émission, mais je suis encore aussi acteur donc de cette révolution du sourire ici au Canada, au Québec, donc précisément à Montréal. Et mes discussions avec les gens d'ici, avec des journalistes d'ici au Québec, avec ceux qui suivent la situation en Algérie, et il faut tenir compte de ce que je vais te dire, hein, c'est que leur vision, leur façon de voir la révolution en Algérie, eux, ils ne voient aucun changement par rapport à l'avant 22 février 2019, à part les marches du vendredi. Ils te disent, la situation politique en Algérie, elle se présente comme ceci. Vous avez une opposition divisée et vous avez un peuple qui marche chaque vendredi. Alors, pour qu'il donne un peu de crédit à cette révolution, il faut que l'opposition aussi fasse son travail, s'organise, donne une belle image à l'extérieur pour susciter de l'admiration. Pour le moment, l'extérieur, il a de l'admiration envers le peuple, mais pas envers son opposition. Donc, ça, c'est quelque chose que je tiens à témoigner, je l'ai vécu, c'est une discussion que j'ai eue, et c'est tout le monde qui voit ça ici au Québec. Donc, j'imagine en France aussi, j'imagine aux États-Unis, l'opposition en Algérie n'est pas en train de donner une belle image de cette révolution, il faut se l'avouer. Maintenant, revenons aux élections. Pardon, je vous réponds si vous permettez, hein, parce que là, vous m'avez posé une série de problèmes qui nécessitent une réponse. Vas-y. Comme ça. Ils ne vont pas passer comme ça. Tout d'abord, je voudrais dire que l'immigration algérienne a été fidèle à son histoire. Elle a été au rendez-vous depuis février 2019, massivement au rendez-vous. Et elle fait notre fierté et elle fait l'admiration du monde entier. Lorsque je dis qu'il n'y a pas eu de travail qui a été fait sur la sensibilisation, c'est des choses concrètes, parce qu'il ne suffit pas de manifester les dimanches, il ne suffit pas de se déployer en grand nombre, il y a un travail à mener. Le travail politique, c'est un travail organisé. Donc, il y a un axe sensibilisation des opinions, aussi bien institutionnelles que citoyennes, qui n'a pas été bien pris en charge. Donc, il ne peut être vraiment pris en charge que si l'émigration s'organise et donne un niveau plus qualitatif, encore plus élevé à son organisation. Parce qu'il ne suffit pas de faire des collectifs. Il ne suffit pas de faire des débats académiques sur la transition, etc. Il y a des points sensibles à toucher, des actes politiques précis à faire. Ces actes-là consistent à mettre en place un comité anti-répression pour alerter l'opinion internationale, parce que le régime algérien est sensible à l'opinion internationale. Il faut arrêter de jouer sur les amalgames qui alerteraient l'opinion internationale, serait comme si ce serait une espèce de traître qui demanderait l'intervention étrangère. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pas du tout de ça qu'il s'agit. Nous sommes contre toute intervention étrangère. Et nous dénonçons l'intervention étrangère actuelle qui soutient le pouvoir. Les gouvernants dont j'ai parlé, les gouvernants des pays dont j'ai parlé se sont ingérés dans les affaires de l'Algérie en soutenant le pouvoir, en soutenant ses élections fausses, etc. L'ingérence, elle est du côté du pouvoir. Donc, lorsque l'on parle d'action internationale, c'est la sensibilisation des opinions citoyennes des pays d'accueil. Parce que ce sont des pays démocratiques, ils sont sensibles à leurs opinions. Imaginez des partis politiques français de gauche, par exemple, ou même le parti au pouvoir, dont les militants sont sensibilisés et qui font pression sur leurs gouvernants pour lever le pied sur le soutien aux élections truquées, etc.
Voilà. Imaginez cela, le résultat. Imaginez également des comités anti-répression qui informent les organisations des droits de l'homme, etc., qui font des campagnes internationales. C'est de ça qu'il s'agit, et on ne nous la fera pas, cette histoire-là. La meilleure façon, c'est celle-là. Maintenant, deuxième axe dont vous avez parlé, vous avez dit l'immigration ne voit rien venir du côté de l'opposition, etc. Bah, écoutez, c'est exactement comme pour l'immigration. Il faut qu'elle passe un stade qualitatif supérieur dans son organisation pour le soutien au Hirak. Et l'immigration ne doit pas agir comme si l'opposition ne fait rien, moi je fais rien. C'est pas du tout de cette manière-là. On va employer une autre stratégie. Chacun doit faire ce qu'il peut faire. Tout simplement. L'opposition algérienne, moi je ne suis pas responsable de l'opposition algérienne, j'étais dans des partis d'opposition qui ne souffraient pas uniquement de la répression du pouvoir, qui souffraient également de la répression de leurs appareils, de leurs zaïms, etc., qui les ont vidés de leur substance militante. Mais cela ne veut pas dire évidemment qu'il faut rejeter cette opinion. À partir du moment où elle se situe clairement dans le soutien aux revendications du Hirak, cette opposition a fait ce qu'elle peut. Il y a malheureusement, je vous ai parlé, l'opposition islamiste légale, elle est passée du côté du pouvoir. Toutes tendances confondues. Il reste l'opposition démocratique qui s'est agglomérée dans le PAD et le PAD a atteint ses limites. On essaye de le dynamiser pour aller de l'avant, mais le PAD il est également sensible au baromètre des libertés, il est sensible au baromètre de l'état d'urgence, il est sensible au baromètre du niveau de mobilisation du peuple algérien. Si le peuple algérien se remobilisait massivement, je vous dis que le PAD reprendra des couleurs et ira de l'avant. Il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire à son niveau. Il faut que l'on lève la chape de plomb de l'état d'urgence pour permettre au peuple algérien de s'organiser et de s'organiser autour de ses libertés pour l'abrogation des lois liberticides, la libération des détenus politiques, la levée du verrouillage médiatique. C'est cela qui permettra justement aux gens de voir des résultats. C'est déjà énorme qu'il y ait encore des manifestations avec tout ce qui se passe en Algérie. Avec tout ce qui se passe en Algérie, c'est énorme qu'il y ait des manifestations. C'est extraordinaire. Il y a un potentiel extraordinaire dans la jeunesse algérienne. Et ce potentiel ne demande qu'à aller de l'avant. Maintenant, il y a un petit problème dans l'élite, il faudrait qu'elle règle un certain nombre de questions. Il faudrait qu'elle se pose la question de savoir est-ce que le système algérien, est-ce que le pouvoir algérien veut ne serait-ce que 1% de changement. Il est clair maintenant que c'est faux, que le pouvoir algérien ne veut même pas 1% de changement. Il a aggravé la situation par rapport au système Bouteflika. À partir du moment où l'on se dit ça, donc ça veut dire qu'il faut arrêter de croire à un possible partage du pouvoir ou à une possible intégration des demandes du Hirak, etc. Il faut se prendre en charge. L'élite doit arrêter les individualités ou figures emblématiques qui rêvent de cooptation, doivent arrêter ce rêve et revenir à leur responsabilité historique, c'est-à-dire aller de l'avant, organiser le peuple algérien. Sans organisation, personne ne peut rien. Ce n'est pas une affaire de gladiateurs. Nous n'avons aucun messie, aucun gladiateur ne réglera cette question, quel que soit leur nombre. Ce qui réglera cette question, c'est l'organisation des Algériens par courant politique autour de leur vision de la solution. Je suis conservateur, je m'organise entre les conservateurs. Une vision de la solution, je suis démocrate, et les démocrates sont les moins organisés parce que réellement le courant conservateur est très organisé. Il existe partout. Il existe dans les appareils de l'État. Il existe dans la mouvance islamiste légale ici en Algérie, qu'elle soit radicale ou participationniste. Il existe dans la mouvance Rachad qui est très très bien organisée à l'extérieur et qui se présente comme l'héritier historique des thèses du fils, de l'ex-fils. Mais seuls les démocrates ne sont pas organisés. Pourquoi? Les démocrates
Je vais vous dire, d'abord, ils ont été échaudés un petit peu par les partis politiques dans lesquels ils étaient massivement dans les années 90 et qui se sont révélés être des appareils au bénéfice de leurs dirigeants. La deuxième chose, les démocrates n'arrivent pas à s'organiser parce qu'il y a un certain nombre d'égos également, de figures qui jouent de l'ego. Chacun voulant rassembler autour de sa personne. La chose est très claire. Nous l'avons dit dans la CNCC, la coordination nationale pour un congrès pour la citoyenneté, nous l'avons dit, il faut une stratégie de mise en réseau. Ce n'est pas une stratégie de construction d'une organisation verticale. Il y a des collectifs de démocrates qui existent partout. Ils doivent se mettre en réseau entre eux. Ils doivent se coordonner entre eux et se coordonner autour de contrats bien précis. Le contrat consiste en quoi? Quel est le meilleur mécanisme de sortie de crise? Il y a deux mécanismes qui sont connus. Ceux qui sont d'accord sur ces deux mécanismes peuvent d'ores et déjà unir leurs forces tout en respectant l'horizontalité et leur autonomie propre, c'est-à-dire garder leur autonomie, agir sur tout ce qu'ils veulent comme ils veulent. Mais se mettre d'accord. Vous êtes pour une transition démocratique indépendante? Eh bien, c'est bon. Vous êtes pour un processus constituant souverain ou bien pour une assemblée constituante? Ceux-là peuvent être ensemble dans une même organisation, dans une même coordination. Mais ce n'est pas une coordination verticale, c'est une coordination horizontale qui consistera d'abord à se mettre d'accord sur les mécanismes, à se mettre d'accord sur le modèle d'État alternatif. Parce qu'il y aura un moment où on se demandera quel État construire à la place de cet État? Ce n'est pas cet État qu'on va récupérer tel quel, comme on a fait en 1962. Les gens ont récupéré les appareils d'État coloniaux, ils en ont fait un appareil policier, moins les libertés démocratiques connues par le système français, et ils en ont fait un appareil policier, un État policier. Ce n'est pas de ça qu'on va faire. On va être obligé de débattre d'un modèle d'État alternatif. Est-ce que c'est cet État centralisé ou bien un État régionalisé ou bien fédéralisé? Est-ce que l'on va continuer à ignorer le principe de l'égalité homme-femme? Est-ce qu'on va continuer à parier sur la disparition de la langue berbère au lieu de prendre en charge sa promotion et d'en faire une langue savante, etc. Voilà, c'est sur ces modèles-là qu'on peut faire des contrats et s'unir. Ensuite, on peut faire un contrat sur des actions dans le Hirak. Par exemple, on décide pendant un vendredi de faire apparaître un même slogan dans toutes les villes d'Algérie où existerait la coordination citoyenne, eh ben, on va le faire. Voilà à quoi il faut travailler si l'on veut que ce processus révolutionnaire aboutisse à un véritable changement. Il est clair, il y aura des rapiessages. Il est clair que l'organisation du Hirak s'impose et il est plus qu'urgent. Mais je t'accorde un peu, c'est pas l'organisation du Hirak. C'est pas l'organisation à l'intérieur du Hirak. Ni la structuration, ni l'organisation du Hirak. C'est véritablement, c'était entre autres, voilà un des débats stériles lancés par le laboratoire de la police politique et reliés par des hommes politiques de l'opposition depuis le début de 2019. Faut-il structurer ou ne pas structurer le Hirak, etc. Non, on ne structure pas le Hirak. Moi, je ne reconnais pas le courant islamiste comme mon chef. Et eux aussi ont le droit de ne pas me reconnaître. C'est les courants qui se structurent. C'est les citoyens qui se structurent autour de solutions. Comme ils les voient. Solution alternative démocratique, solution alternative conservatrice. Peut-être ils vont nous inventer de nouvelles solutions. Mais je voulais revenir aux élections et cette fois-ci j'y reviens. Je veux dire que le problème, ce n'est pas cette élection. Parce que j'ai aujourd'hui lu dans la presse que Taleb el-Ibrahimi, l'inénarrable Taleb el-Ibrahimi, qui a été à l'origine du sinistre de l'école algérienne et de la culture algérienne, l'inénarrable Taleb el-Ibrahimi, qui a été un des pères géniteurs de l'islam politique en Algérie, revient et puis appelle à l'annulation ou au report de l'élection. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas telle ou telle élection. D'autres avant lui
y compris dans le cadre de l'opposition démocratique, appellent Tebboune à démissionner pour faire une élection présidentielle anticipée. Il y en a même qui aurait peut-être un candidat qui s'apprêterait à nous livrer tout auréolé de légitimité qui lui ont inventé ou qui lui auraient inventé. Ce n'est pas ça la solution. Aucune élection, quelle qu'elle soit, n'est valable, n'est acceptable tant qu'il n'y a pas de transition démocratique indépendante. La transition démocratique indépendante va être gérée par une conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine va désigner un gouvernement de transition. La conférence nationale souveraine va mettre en place le processus constituant souverain. Le processus constituant souverain, c'est quoi? C'est l'abrogation de toutes les lois liberticides et le remplacement par des lois politiques, des lois qui organisent l'activité politique d'une manière totalement démocratique. Il y a la loi sur les partis, la loi sur les associations, il y a le code électoral, le modèle de découpage, le modèle de scrutin, il y a la loi sur les manifestations publiques. C'est tout cela qui devra être changé. Il y a la police politique à dissoudre, l'interdiction de toute action politique à tout corps constitué. Donc c'est cela la solution. Il n'y a pas d'autre solution si l'on veut le changement et non le replâtrage et non la cooptation des individualités comme on voudrait maintenant à travers un certain nombre de candidatures que l'on dit venues du Hirak, on voudrait dire que classe la PN des gens maintenant qui avaient plus ou moins appartenu au Hirak à un certain moment, mais qui en fait en réalité sont des agents du système qui maintenant se révèlent et disent bon, nous on a beaucoup fait pour le Hirak, on a une certaine légitimité, nous on veut aller vers la PN, porter le Hirak à la PN. Le Hirak ne peut pas être mis dans la PN parce que le Hirak demande la dissolution de l'APN, de la pensée unique. Voilà ce que j'avais à dire sur les élections. Exactement. C'est qu'on arrive justement parce que ton intervention a suscité une autre question. Cette problématique d'une certaine élite dans le Hirak qui cherche à donner une orientation à ce mouvement, à ce processus révolutionnaire. L'initiative de Kharata qui a été lancée pour le 8 mai 45, normalement pour commémorer l'événement du 8 mai 45, il a aussi lancé une initiative en vue d'organiser une première rencontre sur la conférence nationale. Elle a donné une certaine image, une certaine lecture, comme si il y a deux Hirak. Il y a le Hirak des figures médiatiques et le Hirak citoyen. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce niveau-là? Et la marche du 8 mai 45, donc organisée ce samedi passé, était une réussite. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui a été discuté lors de ces rencontres-là? Est-ce qu'il y avait des échanges sur la préparation d'une rencontre préliminaire pour enclencher cette dynamique d'organisation de la conférence nationale? Il y a deux questions dans cette... Il y a plusieurs questions. D'abord, moi, je n'oppose pas les figures emblématiques du Hirak à un Hirak citoyen. Moi, je ne les oppose pas du tout. Je ne les oppose pas du tout. Il est tout à fait normal et il est tout à fait sain que des personnalités qui ont déjà un parcours émergent, et il est tout à fait normal que de nouvelles personnalités également émergent du lot des manifestants et développe un discours structuré, un discours politique structuré, porteur, etc. Donc, il n'y a aucune opposition entre un Hirak citoyen et des figures emblématiques. Les figures emblématiques ont leur place. La seule chose, c'est qu'on se mette d'accord. Ce qui doit importer pour nous, c'est que chacun, figure emblématique ou groupe, doivent se déterminer sur les solutions. Quelles sont les solutions? Est-ce que la solution consiste à appliquer un agenda
public du pouvoir ou un agenda même occulte du pouvoir, parce qu'il y a plein d'agendas, ou bien toutes les solutions B, C, D jusqu'à Z imaginées dans les laboratoires du pouvoir, ou bien la solution consiste à réfléchir sur un processus révolutionnaire citoyen autonome qui refuse totalement le système, qui veut déraciner complètement le système autoritaire tel qu'il est et qui protège l'État algérien, qui fait la différence entre le système et l'État et qui exige une transition démocratique indépendante très claire et un processus constituant très clair. Voilà. C'est à ce niveau qu'on doit se demander les uns les autres des comptes. À ce niveau, on doit juger de nos feuilles de route respectives. Et arrêter ce que moi j'ai entendu par exemple des figures, enfin de jeunes figures emblématiques qui à un moment donné avaient un peu été tentées en proposant des législatives constituantes juste pour s'intégrer, pour croire, parce qu'ils étaient peut-être un petit peu fatigués du fait que le pouvoir refuse toute solution, donc ils se sont dit mais allez, on va sauver nos peaux. Là, il faut sortir de ces fausses solutions. Sur ça, nous sommes intraitables. Nous dirons à chacun sa vérité. Sur le reste, toutes les figures emblématiques du Hirak sont très importantes pour nous et très chères pour nous. Et nous voudrions les avoir à nos côtés, tous. Être les uns aux côtés des autres. Toutes tendances confondues, toutes nuances de solutions confondues. Ce qui pose problème, c'est est-ce que vraiment les gens veulent en finir avec la cooptation et aller vers un système où c'est le peuple qui choisit ses dirigeants ou non. C'est ça, c'est uniquement ça. Vous avez ensuite parlé de Kharata. Ben, les amis hirakistes de Kharata, bien qu'il y a eu un petit nuage qui est apparu sur l'origine de l'initiative. Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que l'initiative d'organiser une première rencontre des acteurs du Hirak à Kharata émanait bien des gens de Kharata et qu'il était développé depuis 4 mois en pariant sur une double légitimité historique. La légitimité historique du 8 mai 1945 qui faisait de leur ville, qui fait de leur ville, de la ville de Kharata, qui est notre ville à tous, hein, c'est pas leur propriété, c'est la propriété de tous les Algériens. La symbolique de Kharata également, c'est la propriété de tous les Algériens, mais il est évident que eux qui ont la chance de vivre dans cette ville sont les premiers à avoir légitimité à user de cette historicité de Kharata. Donc, ils ont profité, ils ont considéré qu'il fallait profiter de l'historicité de Kharata, du double point de vue du 8 mai 1945 et du 16 février 2019 pour appeler les hirakistes algériens à organiser une première rencontre pour débattre des solutions pour l'aboutissement pacifique du processus révolutionnaire en cours. Moi, je leur exprime toute ma reconnaissance pour cette initiative. Hein. J'exprime également tout mon respect à tous les camarades d'autres collectifs qui ont, comme nous, décidé de s'intégrer dans cette initiative de Kharata et qui comprennent qu'il faut que l'on se concerte, qu'il faut que l'on discute entre nous, qu'il faut que l'on aplanisse nos différends et que l'on fasse beaucoup d'efforts avec beaucoup de responsabilités pour aller mettre en place les jalons d'une feuille de route consensuelle au Hirak algérien. Je dis également que ce processus est un processus long. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est vrai que la situation demande à prendre de ses responsabilités au plus tôt et le plus tôt possible. Mais c'est vrai également que ce n'est pas une question d'heure, c'est un processus, je parle de comment aller vers une feuille de route consensuelle, c'est un processus qui ira par des paliers successifs qui aplaniront les différends, qui trouveront les expressions communes et consensuelles possibles, etc. Et c'est un processus qui n'est pas seul,
Ce n'est pas l'unique voie. Il faudrait conduire toutes les autres démarches en parallèle, hein. C'est-à-dire ces débats qui s'organisent, par exemple, à partir de différents collectifs autour des questions de contenu de cette révolution démocratique. Qu'est-ce que c'est que l'état de droit? Qu'est-ce que c'est qu'une transition démocratique? Qu'est-ce que c'est qu'un processus constituant? Tout ça, c'est très utile. Il faut continuer à le mener. Cette activité qui était la nôtre, qui est la nôtre au sein de la CNCC, qui consiste à essayer de contacter un maximum de collectifs qui s'inscrivent dans le courant démocratique pour arriver à faire une feuille de route propre au courant démocratique qui va ensuite s'agréger aux autres feuilles de route pour arriver à la fin à une feuille de route consensuelle. Tout cela est nécessaire et doit être mené en même temps. Cette mobilisation de l'immigration autour de la défense des libertés et des droits de l'homme contre la répression, c'est également un processus nécessaire. La révolution ou le processus révolutionnaire ne sollicite pas une seule démarche ou une seule solution. Il y a plusieurs démarches qui concourent toutes dans le même, plusieurs fleuves qui vont dans la même mer, celle de l'aboutissement pacifique et démocratique du processus révolutionnaire. Nous devons les mener. Évidemment, nous sommes partis à Kharata. Nous sommes partis à Kharata avec le collectif des amis du manifeste, le Kaman. Nous sommes partis à Kharata également avec des amis d'autres collectifs qui sont avec nous dans la coordination nationale pour un congrès pour la citoyenneté. Nous avons participé avec des banderoles, vous avez dû les voir sur nos différentes pages et nos différents sites. Nous avons participé à la marche, nous avons pris énormément de contacts, nous avons discuté avec beaucoup de gens, aussi bien des amis partis avec nous d'ici d'Alger que des gens que on a trouvés sur place et on les a encouragés. On s'est exprimé à Kharata pour dire aux amis hirakistes de Kharata qui nous accueillaient de continuer, de mettre en place, comme ils le disent, un comité technique de préparation de la première rencontre qui ne sera pas la conférence nationale, ce ne sera qu'une première rencontre parce que la conférence nationale, c'est également tout un processus à entreprendre progressivement parce que la conférence nationale, c'est l'étape ultime qui sera chargée de donner et de plébisciter la feuille de route consensuelle. Donc, comme dernière question, et puis je termine juste sur Kharata. Mais ça va continuer sur Kharata. Ça va continuer sur Kharata. Je vais te dire comme dernier mot, en même temps, ça va se terminer comme une question. Il y a une perception de l'échec des initiatives politiques au sein du Hirak engagées jusqu'à maintenant. Cette perception est imposée par le pouvoir et certains de ses relais sur la scène politique. Comment démentir cette perception, Ali, comme mot de la fin? Moi, je pense que pour la démentir, il faut posséder un arsenal médiatique comme celui du pouvoir. C'est-à-dire, mais il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. L'information alternative, les réseaux d'information alternative sont très importants. Il faut que tous les acteurs s'attellent à lever cet équivoque qui est introduit en réalité par les laboratoires de la police politique, qui voudraient que le Hirak a échoué et que donc maintenant il faut laisser le pouvoir illégitime opérer. Le Hirak n'a échoué dans aucune de ses actions. Aucune de ses actions. Le Hirak a suspendu lui-même les marches pour Covid en 2020. C'est lui-même. En toute autorité, et le peuple a obéi. Le peuple a suspendu. Le Hirak est revenu librement au moment qu'il a choisi, c'est-à-dire 2021, le 16 février, encore à Kharata. Toutes les initiatives prises par le Hirak sont utiles et continuent de concourir à la mise en place d'une feuille de route consensuelle. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'il continue. Une révolution, ce n'est pas un repas, on rentre au restaurant, à 1h, on en sort à 1h30, ou à 2h, ou même à 3h. Une révolution, c'est des jours et des jours. C'est des mois. Nous sommes devant un système autoritaire
qui est en passe de devenir totalitaire, de redevenir aussi totalitaire que le système de Boumedienne, ce n'est pas facile de faire. Mais nous faisons ce qu'il faut. Le Hirak a fait échouer toutes les élections du régime jusqu'ici. Aussi bien celle du 4 juillet 2019 que celle du 12-12. Comment considérer l'élection du 12-12 si ce n'est que c'est un échec? C'est un échec. La preuve, ce sont les résultats de cette présidence. La preuve, c'est la continuité des luttes de clans. La preuve, c'est les soubresauts du système qui n'arrive pas à trouver ses points d'équilibre. Donc, le Hirak a véritablement réussi. Le Hirak est la chance de l'Algérie. C'est même sa chance ultime. Parce que si le Hirak ne réussit pas, si ce processus révolutionnaire démocratique n'aboutit pas, même sur des années, à un état de droit, l'Algérie sera menacée, y compris dans son intégrité. Donc, ceux qui cultivent cette idée d'échec sont totalement dans le faux. C'est comme certains qui nous disent que la CNCC a échoué, ou bien que NIDA 22 a échoué. C'est faux, NIDA 22 n'a pas échoué. NIDA 22, ce sont des militants qui continuent à bosser, à travailler, ils continuent à entretenir un discours alternatif, à entretenir un mouvement d'opinion. C'est la même chose pour la CNCC. Nous continuons à prendre des contacts, nous continuons à intégrer des collectifs. Nous avons, comme tout le monde, nos propres problèmes qui sont relatifs à comment faire face à la répression, comment organiser nos débats, où trouver des locaux pour nous débattre, etc. Ce sont des problèmes quotidiens, mais comme tout le monde, c'est comme tout le monde, nous avons nos problèmes, mais nous continuons de fonctionner. Aucune des initiatives majeures prises dans le Hirak n'a échoué, quelle qu'elle soit. Aucun collectif du Hirak ne peut considérer qu'il a échoué parce que le processus n'a pas abouti. Il suffit de se rappeler qu'il n'y avait quasiment plus de société politique en Algérie, qu'il n'y avait quasiment plus de société civile en Algérie, qu'il faut tout reconstruire à zéro dans un système de répression quasi totalitaire pour savoir qu'il n'y a aucun échec. Seul le pouvoir veut faire passer cette idée pour démobiliser les gens. Moi, je suis convaincu que même les gens, les classes moyennes, une partie des classes moyennes qui se sont démobilisées par rapport au discours extrémiste, par rapport au discours qui veut dévoyer le Hirak de sa voix pacifique, qui veut dévoyer le Hirak de l'avenir, en le recollant au passé. Même ces classes moyennes vont revenir plus puissamment après l'Aïd dans le Hirak et vont peser sur la décision. Maintenant que l'élection du 12 se tienne ou ne se tienne pas, il n'y a rien de changé. La seule chose, elle compliquera un peu plus notre travail, c'est clair. Mais en termes de légitimité au système, elle n'apportera aucune nouvelle légitimité. Tout le monde sait, opinion internationale ou opinion nationale, que ce système est condamné à disparaître et qu'il va disparaître. Il est en agonie. Cette agonie se prolonge un peu parce que la société algérienne a perdu en 20 ans de pouvoir Bouteflika et en 10 ans de terrorisme islamiste, elle a perdu énormément de ressorts, énormément de capacités d'organisation et de tradition. Elle est en train de les récupérer, la société algérienne. Voilà. Merci Ali pour la participation à notre débat. Merci d'Iran, nous Vienna. J'espère que nous avons touché à toutes les questions et puis il y aura d'autres émissions qui seront toujours consacrées au Hirak, à la politique algérienne et on va en débattre encore et encore jusqu'à l'aboutissement du combat démocratique. Merci à vous d'être avec nous et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Les Algériens كامل. Bonne fête à tout le monde et puis voilà, Saha Ramadan Wan et puis Merci, Saha. Merci, Filaman.